Khaled Mourakinos, ravi de vous retrouver au Maroc. Tu viens souvent au Maroc? Ouais, je viens minimum 4 fois par an, mais pour moi, c'est sentir à nouveau la vie que j'ai passée à Rabat, rencontrer les amis et suivre tout le processus, le développement de ce grand pays. Comment tu vois le Maroc? Je le vois bien, c'est-à-dire j'ai eu un phénomène curieux. Depuis 1984, je suis venu tous les ans. Bon, je suis resté 3 ans, après je suis parti, après ça dépendait des circonstances. Et pendant un moment, pendant pas mal, je voyais que ça allait chaque fois un peu mieux, mais c'était toujours le Maroc que j'avais vu en 84, ou en 87, en 90. Et il y a 4 ans, quand je suis allé la première fois à Meknès, au Salon international de l'agriculture, tout d'un coup, j'ai vu un Maroc différent. C'est comme quand quelquefois tu envoies ton enfant étudier pendant 6 mois et passer les vacances, il retourne, il a poussé, non? Et c'est un autre. Et c'est là que j'ai vu que le Maroc allait bien, qui avait pris un nouveau départ, qui avait su comprendre les nouvelles réalités. Pourquoi il a changé? Il a changé à sa volonté d'intensifier tous les déficits qui manquaient, il fallait résoudre. Non? Il fallait avoir un déficit démocratique, des libertés, au niveau économique, social, d'une classe moyenne qui est de plus en plus élargie. Évidemment, il reste beaucoup de chemin à parcourir. Il y a une disparité sociale qui reste encore. Mais bon, mais il y a un plan, il y a des actions, il y a des avantages. On n'a que voir même le développement de la zone nord, de la partie de Tanger, aussi à Marrakech. Bon, je suis resté à Casa, à Rabat, mais aussi j'ai visité d'autres villes. Et je vois cette amélioration de villes et des sociétés. Tu dirais que l'atout, c'est la stabilité? Je crois que la stabilité a été gagnée. Bon, c'est toujours un élément qu'il faut maintenir et garder, mais disons, le moment difficile, je crois, qui a été dépassé, qu'il y a une volonté de toutes les partis politiques, de tous les responsables économiques et sociaux pour travailler ensemble et faire que le Maroc continue à s'épanouir dans l'avenir. C'est un pays qui a profité du printemps arabe, bien qu'il n'y ait pas eu... Oui, parce que finalement, vous avez pris, Sa Majesté le roi a compris ce qu'il fallait faire, la société a bien compris quels étaient les équilibres qui pouvaient être pris à cette période-là, et vous vous êtes adapté mieux à ce changement qui s'est produit dans le monde arabe. On a quand même des islamistes fréquentables, ce qui est exceptionnel. Oui, ça a été préparé de Ça a été préparé. Il y a, bon, c'est aussi le titre de Sa Majesté le Roi, non, commandant de Amir al-Amouni. Bon, ça donne aussi des éléments de respect, d'autorité au point de vue religieux. Et comme tu dis, ça a été préparé, non? C'est pas d'un jour au lendemain que les islamistes sont arrivés. Il y a eu beaucoup de dialogues, de transactions. Et là maintenant, bon, vous avez un gouvernement avec un Premier ministre. Qu'est-ce qui ne va pas? Bon, c'est-à-dire, il y a toujours des choses à améliorer. Il y a l'élément de vie sociale, non, qu'il faut évidemment disparité. Il y a encore de couches de population qui ont un niveau de vie qui, dans ce siècle actuel, ne sont plus tolérables, dans le sens qu'il faudrait s'inquiéter davantage. L'éducation va bien dans des secteurs, disons, l'élite, une classe qui est très très bien préparée, mais le grand système éducatif peut-être pourrait être mieux. Mais tout cela dans une crise économique et financière mondiale qui n'aide pas non plus, et c'est pour cela qu'il faut comprendre les aléas qu'il y a le gouvernement et la classe politique marocaine. Les rapports avec l'Espagne n'ont jamais été aussi bons?
Bon, c'est le beau fixe, non? Et c'est un grand plaisir. Il faut reconnaître que... Le mérite revient à la droite espagnole ou à la gauche Bon, espagnole? je crois qu'il revient à tous. C'est vrai que la gauche avait préparé le terrain, on a beaucoup travaillé, on a éliminé tous les a priori négatifs qui existaient entre nous, on a créé un cadre de stabilité. Et Aznar est une parenthèse qu'on a réussi à que ça soit une parenthèse. Oui. Et je sais que un des messages qu'on avait transmis au nouvel gouvernement, que ça soit à différents niveaux, ça a été toujours attention avec le Maroc. Le Maroc, il faut vraiment s'intéresser à lui, il faut le comprendre, il faut travailler, et il faut maintenir tout ce qu'on avait réussi. Et il faut dire, en toute honnêteté, Francis, que le gouvernement de Rajoy a fait un très bon travail. Du côté marocain, on se conduit bien vis-à-vis de l'Espagne? Oui, absolument. Je crois qu'il y a... Parce qu'on avait tendance quand même à préférer les relations avec la France qu'avec l'Espagne. Oui, c'est-à-dire, je crois qu'il y a une nouvelle relation dans nos rapports. Les Marocains comprennent bien l'importance de l'Espagne. L'Espagne, je crois que pour nous, le Maroc est tellement essentiel que même dans la classe, pas seulement politique, mais il y a un élargissement de la nouvelle attitude espagnole vis-à-vis du Maroc. Et ça, le Maroc commence à comprendre qu'il n'y a pas seulement un voisin, mais qu'il y a un partenaire avec lequel il faut bâtir notre futur. Je crois que de plus en plus c'est une réalité. Je crois que maintenant, le temps est venu pour qu'ensemble, on commence à aller à construire de nouveaux espaces régionaux de développement et de coopération dans le monde, marocain et espagnol. Miguel Ángel Moratinos a été aussi l'envoyé spécial de l'Europe au Moyen-Orient. Personne ne t'a succédé? Bon, il y a eu quelques fonctionnaires, mais à un moment donné, l'Europe a préféré se priver de cet instrument et malheureusement, ça a démontré le manque d'intérêt. Il y a, je crois, les 4 dernières années en politique étrangère, il n'y a personne, il n'y a eu aucune initiative, il n'y a eu aucun mouvement. Mais j'ai appris avec satisfaction que la nouvelle haute représentante, Mme Mogherini, va nommer un représentant. On sait qui c'est? On ne le sait pas encore, mais je crois que ça va être connu bientôt. L'information la plus importante, c'est l'accord entre les Occidentaux et l'Iran concernant la région. Ça va être un changement, si cet accord se consolide, ça va être un changement de géopolitique total, non? Dans le sens que ce n'est pas seulement les États-Unis et l'Iran qui font la paix et qui établissent une nouvelle stratégie. C'est une autre façon de regarder le Proche-Orient, c'est la fin de Sykes-Picot. Ce n'est plus le Royaume-Uni et la France qui vont décider, et ce n'est plus non plus la famille Saoud et le président Roosevelt qui vont décider le futur. Netanyahou fait tout pour saboter l'accord. Oui, mais je ne crois pas qu'il arrive. Moi, je crois que Obama va l'emporter et que maintenant, la responsabilité majeure maintenant, après ce que je sais, ça va être mis sur des autorités iraniennes. Je crois que les États-Unis sont déterminés à faire un accord, mais évidemment, pas à n'importe quel prix, non? C'est-à-dire qu'ils sont prêts à assouplir, vous croyez que les Iraniens sont sérieux? Les Iraniens, jusqu'à présent, sont sérieux, mais il reste toujours le doute, non? Où est-ce qu'ils vont aller? Parce que c'est évident que la région a besoin d'un Iran qui assume ses responsabilités. Les critiques que je fais à cette stratégie diplomatique, de mon point de vue, c'est que, bon, c'est vrai, c'est fondamental d'éviter que l'Iran ait la bombe, l'instrument nucléaire, militaire, mais aussi, en même temps qu'on négociait pour le nucléaire, l'Iran a pris pratiquement le contrôle de quelques capitales arabes. Et bon, 4. Alors, on va continuer à négocier et en même temps rien faire. Il faut que l'Iran
dans un cadre de sécurité collective, prenne ses responsabilités. Comme chaque acteur important, on reconnaît l'importance régionale de l'Iran, mais il faut aussi que l'Iran assume ses responsabilités. Oui, c'est un élément. Cette alliance, ça peut être positif si elle est bien appliquée pour ce que devrait être appliqué, que c'est l'initiative de paix arabe lancée par l'Arabie Saoudite en 2002 et que Netanyahou devrait prendre comme élément pour accepter la création et la consolidation de l'État palestinien. Et bon, si cela peut faire rempart vis-à-vis des intérêts des Iraniens à Gaza ou à d'autres territoires interposés, tant mieux. Mais faire une alliance seulement pour éviter que l'Iran puisse avancer dans ces... Je crois que ça ne suffirait pas. Je crois que l'Arabie Saoudite aussi, comme grand pays arabe, je suis certain, elle va défendre la nécessité de que cette initiative de paix arabe soit une réalité. L'État palestinien n'est pas enterré? Non, tout le contraire. Je crois qu'on va voir dans les prochains mois une relance de la reconnaissance de l'État palestinien et dans par les États-Unis, par les Européens et pourquoi pas les États-Unis. C'est le seul instrument diplomatique qui reste. Il faut l'utiliser. L'Espagne peut bouger? L'Espagne peut bouger, mais la France, déjà, ils ont bougé. Déjà, la France est en train de présenter une résolution qui dit qu'en 2 ans, il pourrait prendre ses responsabilités. Bon, je crois qu'on est tous dans la mouvance de reconnaître l'État palestinien, mais il faut le faire, à mon avis, pas d'une façon isolée, pays par pays, non, il faut le faire en tant qu'Union européenne. L'Union européenne doit prendre cette décision stratégique de reconnaître l'État palestinien. Tu critiques l'absence de diplomatie. Est-ce que tu ne crois pas que la diplomatie a été tuée par le terrorisme? Bon, le terrorisme peut frapper dur de façon abjecte, mais ça n'empêche pas que la diplomatie soit la contre-mesure de ces actes barbares. Il ne faut pas tomber dans l'aveuglement automatique. Comment négocier avec Daesh? C'est-à-dire, c'est pas nous à négocier, mais il y a d'autres qui peuvent négocier. C'est-à-dire, on ne va pas négocier avec Daesh, il faut créer les conditions pour que Daesh soit éliminé, soit mis à côté, soit il perd de l'influence. Derrière Daesh, il y a d'autres intérêts. Et c'est ça, la diplomatie. Merci, Miguel Ángel. Merci à vous, merci à toi.